Le monde est divisé depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre qui a déjà fait de nombreuses victimes. L'Organisation internationale de la protection civile, en tant qu'organe s'occupant justement de protéger des personnes en détresse, est entrée en scène. Et nous avons la possibilité d'échanger avec Madame le secrétaire général de cette organisation pour voir un peu ce qui a été fait, quel a été le dispositif mis en place pour venir au secours des personnes en détresse. Merci de nous accueillir. Nous savons que vous avez un mandat dans ce sens-là, le mandat de venir au secours des populations en détresse en cas de catastrophe. Et là, nous avons une catastrophe d'origine humaine. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain? Merci M. Ali Gambele de nous donner l'opportunité de parler encore des missions de l'OIPC. Il convient de rappeler que l'Organisation internationale de protection civile a été créée dans des circonstances similaires, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Alors, le créateur, le fondateur, Georges Saint-Paul, ayant observé la souffrance des civils pendant la guerre, a donc créé des zones de refuge pour protéger ces personnes vulnérables. Alors, dans le cadre du conflit en cours, le 28 février, à Genève, nous avons reçu la déclaration de l'Union africaine qui notait la souffrance des étudiants africains qui avaient des difficultés à traverser la frontière ukrainienne du côté de la Pologne. Et tout de suite, l'OIPC s'est senti interpellé et a sorti une déclaration adressée à tous ceux qui pouvaient être intéressés et a créé une cellule de crise adossée sur une adresse mail de l'OIPC dédié à tous ceux qui pourraient solliciter l'assistance de l'OIPC. On ne s'est pas contenté de ça. Une équipe de l'OIPC est descendue sur le terrain en Pologne pour prendre en charge ces Africains, ressortissants des États membres de l'OIPC ou pas, et tous les ressortissants des autres États membres de l'OIPC. Sur le terrain donc, où l'OIPC a fait une dizaine de jours, l'équipe de l'OIPC a fait une dizaine de jours, nous avons recruté des volontaires avec qui nous avons travaillé et l'OIPC a loué des cars mis à la disposition de tous ceux qui auraient besoin d'assistance aux frontières. Malheureusement, les bus qui ont été loués, notamment du côté de Lviv, parce que le problème se posait à Lviv, qui est une ville ukrainienne frontalière de la Pologne, située notamment à une trentaine de kilomètres de Medyka, la frontière en Pologne. Nous avons donc affrété des bus. Malheureusement, il n'y avait plus d'étudiants africains ou d'Africains tout court, parce qu'on ne focalisait pas seulement sur les étudiants. Et le bus a pu rentrer avec un seul, qui était plutôt du Nigeria, qui a rejoint son ambassade en Pologne. Il y a eu donc cette correspondance de l'Union africaine qui se plaignait des discriminations quant à l'accueil des étudiants, des Africains qui étaient pris entre les taux en Ukraine. Est-ce que sur le terrain, vos équipes ont ressenti cela? Alors, vous comprenez que naturellement, comme le problème se posait du côté de Lviv, les trains, les transports, ils ont privilégié leurs ressortissants par rapport aux Africains. Toutefois, les Africains ont quand même pu emprunter ces transports. La preuve en est que quand nous avons affrété des bus, il n'y avait plus d'Africains. Ça veut dire qu'ils ont pu quand même sortir de là. Mais je suis sûr que ce n'est pas un problème lié aux décisions gouvernementales ukrainiennes. Ça doit être tout simplement des comportements des personnes au niveau de Lviv.
Madame secrétaire générale, vous déployez donc vos équipes, vous rentrez presque bredouille. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous avez continué ou bien vous avez abandonné le processus? Les équipes sont restées sur place et nous avons gardé le contact, prêts à aider puisque nous avons sur place nos points focaux qui représentent l'OIPC. Nous gardons le contact. La preuve, c'est que nous avons eu une liste de près de 300 étudiants qui résidaient à Soumy. Soumy, c'est une ville qui est plus proche de la frontière russe, et Kherson, du côté de la Crimée. Nous avons reçu environ 300 de Soumy et une trentaine de Kherson. Du coup, nous leur avons demandé d'attendre parce qu'il y avait un arrangement en cours sur les corridors humanitaires. Et une fois que nous avons eu l'information que les corridors étaient fonctionnels, opérationnels, nous leur avons proposé de traverser et de se retrouver du côté de Moscou. Nous avons pris toutes les dispositions. Et malheureusement, ils nous ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas du côté de la Russie. Et alors, nous leur avons dit que nous attendons donc s'il y a d'autres couloirs humanitaires qui sont organisés pour d'autres destinations. Et depuis, nous avons perdu leur contact, tout simplement également parce que nous avons noté qu'il y avait une certaine méfiance de leur part. Ils auraient eu l'impression que nous pourrions peut-être organiser leur retour vers leur pays d'origine. Puisque le mandat de l'OIPC était clair, c'était d'assister, de venir en aide aux Africains et les ressortissants des autres États membres qui étaient en difficulté du côté de Lviv, donc côté polonais, de les prendre en charge, point de vue transport, logement, nutrition, et payer leur billet d'avion au cas où ils aimeraient rentrer dans leur pays d'origine. Mais nous avons noté que beaucoup ne voulaient pas rentrer dans leur pays d'origine. Toutefois, nous avons le premier bus qui a été affrété à Lviv a transporté un ressortissant du Nigeria que nous avons amené à Varsovie et qui a rejoint son ambassade. Nous avons eu également 2 Togolais qui sont venus vers nous et qui ont bénéficié de l'assistance de l'OIPC. Et nous sommes toujours disposés parce que nous sommes continuellement en échange avec d'autres qui sollicitent l'aide de l'OIPC. Mais quand nous voulons les mettre en contact avec nos représentants sur le terrain, ils disparaissent. Alors nous ne comprenons pas, en même temps ils veulent de l'aide et en même temps ils ne veulent pas se faire identifier. Comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un sans l'avoir identifié? Vous êtes à la tête d'une organisation intergouvernementale, mais vous êtes quand même camerounaise avant tout. Est-ce que vous auriez été saisi par des cas de détresse venant du Cameroun? Alors la liste dont je vous parle, de Soumy et de Kherson, avait des Camerounais. Il y a même un Camerounais avec qui nous sommes encore en contact. Il s'agit d'un certain Loïc Elobo, avec qui l'OIPC est en contact. Nous sommes en face d'une catastrophe d'origine humaine. Mais on sait qu'à Genève, au siège de l'OIPC, il y a un centre de veille. Est-ce que ce dispositif de veille, à cette occasion, à l'occasion de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, est mis en marche pour que vous puissiez vous préparer si jamais il y a une autre catastrophe d'une aussi grande envergure? Tout à fait, nous avons activé le Centre international de veille. On a pu donc suivre ceux qui demandaient l'aide, sortir des cartes, des statistiques, essayer de donner, d'avoir un peu leur position et de faciliter la communication entre l'équipe qui était sur le terrain et ceux qui étaient dans les zones en conflit. Maintenant, en ce qui concerne les catastrophes d'origine naturelle, vous savez, vous avez été au siège de l'OIPC, vous avez vu qu'à tout moment, nous avons les données sur les situations de feux de brousse, d'inondations dans le monde entier et qu'à tout moment,
Il suffit de cliquer sur un pays, sur une zone donnée pour avoir la situation complète de ce qui se passe sur le plan naturel en termes de risque de catastrophe dans ce pays-là. Finalement, dans son mandat, l'OIPC évolue seul ou bien l'OIPC s'est appuyé sur les États membres? Par rapport à cette situation, oui, étant sur le terrain, les équipes ont essayé de contacter les ambassades sur place et à Genève également, nous avons partagé la déclaration de l'OIPC à toutes les représentations des États membres à Genève, à l'Union africaine également, pour plus de diffusion afin qu'on puisse avoir le maximum sortir le maximum de personnes dans des situations de délicatesse. Personne ne nous dira qu'à quand la fin de ce conflit, qui semble d'ailleurs s'enliser. On espère que les négociations en cours pourront apporter quelque chose. Mais le temps que dure le conflit, quelle est l'action future de l'OIPC? Vous continuez à venir au secours des personnes en détresse, à vous organiser? Comment ça va se passer? Oui, la cellule de veille de l'OIPC est activée depuis et elle restera parce qu'il y a toujours des victimes innocentes, notamment les civils. Donc cette cellule restera le temps que durera le conflit. L'OIPC, c'est comme l'infirmier à l'hôpital. C'est le premier qui reçoit le malade. C'est également lui qui est présent lorsque le malade quitte l'hôpital. Donc l'OIPC réagit promptement. Donc l'OIPC fera toujours son travail et c'est maintenant aux États d'apprécier parce que nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes debout. Nous sommes là pour les personnes en souffrance et nous sommes disposés à apporter cette assistance. Merci beaucoup Madame Secrétaire Générale de nous avoir accueillis, nous donner cet ensemble d'éléments. Beaucoup de courage d'ailleurs dans cette tâche parce qu'on sait que ce n'est pas facile. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ali Gambeli. Nous parlions ce matin de la crise entre l'Ukraine et la Russie. C'est juste pour voir l'opérationnalité d'une organisation intergouvernementale, l'OIPC, qui vole le secours des personnes en détresse. Et justement, l'OIPC en ce moment est sur le terrain pour aider ceux qui sont en difficulté. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.